Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias. Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous connecter à cette session d'information hebdomadaire de l'Organisation panaméricaine de la santé sur le COVID-19 dans la région des Amériques ce mercredi 9 juin 2021. Je suis Sébastien Oliel du département de communication de l'OPS et cette session tardera environ 1 heure. Nous avons déjà reçu vos questions par le courrier électronique et vous pourrez poser vos questions en direct à travers le forum en appuyant sur le bouton Q et A. N'oubliez pas d'y apposer votre nom et les médias auxquels vous appartenez lorsque vous nous enverrez vos questions. Vous savez que nous avons l'interprétation simultanée vers l'anglais, vers le portugais, vers le français. Vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez écouter en cliquant sur le bouton interprétation. Aujourd'hui, la directrice de l'OPS, le docteur Carissa Etienne, vous parlera de l'évolution de la pandémie dans la région et elle vous mettra à jour sur la situation de la vaccination et des inégalités quant à l'accès. Avec le docteur Carissa, nous avons le docteur Jarbas Barbosa, directeur adjoint de l'OPS, le docteur Ciro Ugarte, directeur des urgences sanitaires à l'OPS, et le docteur Sylvain Aldigueri, directeur des incidents pour le COVID-19 à l'OPS. J'invite maintenant le docteur Étienne pour ses remarques. Merci, docteur Étienne. Merci Sébastien et laissez-moi vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne journée et merci de nouveau de nous rejoindre pour cette conférence de presse. La semaine dernière, il y a eu pratiquement 1 200 000 nouveaux cas de COVID-19 et plus de 34 000 nouvelles morts liées à ce virus qui ont été signalés sur le continent américain et 4 des 5 pays avec le plus grand nombre de morts sont situés exactement dans notre région. Même si les infections par la COVID-19 ralentissent en Amérique du Nord, des bons localisés de morts liées à la COVID-19 sont signalés dans certains États des États-Unis et au Mexique, ainsi que dans certaines provinces canadiennes. Dans les Caraïbes, Trinidad et Tobago ont signalé la plus grande montée en flèche d'infections dues à la COVID-19 et de morts liées à ce virus depuis le mois dernier, tandis que les hospitalisations en Haïti continuent à créer une situation tendue pour la fourniture d'oxygène. Et tandis que les infections finissent par baisser au Costa Rica après des semaines d'accélération, d'autres pays d'Amérique centrale, comme le Panama et le Guatemala, signalent encore une augmentation de leurs infections. En Amérique du Sud, l'Équateur, le Brésil et le Pérou notent une réduction de leurs cas, mais pour la plupart du sous-continent, il y a une recrudescence de nouvelles infections, y compris en Argentine, en Uruguay et au Chili. La Bolivie et la Colombie témoignent une recrudescence autant des cas que des morts ces 2 dernières semaines et les lits en réanimation sont presque à 100% de leur capacité dans plusieurs villes colombiennes. Ce que nous observons dans notre région cette année, c'est que cette année est pire que l'année dernière, que 2020. En de nombreux endroits, les infections sont plus élevées maintenant qu'à n'importe quel autre moment de la pandémie. L'émergence de nouveaux variants a ajouté une nouvelle complexité à notre surveillance épidémiologique. Et malgré le doublement ou le triplement des lits d'hôpitaux dans notre région, les lits en réanimation sont pleins. Les réserves d'oxygène baissent et les travailleurs de la santé sont débordés. Et même s'il est vrai que les vaccins finiront par nous aider à réduire la diffusion du virus, les progrès sont inégaux. Et effectivement, aujourd'hui, nous voyons l'émergence de 2 mondes différents. Un qui revient pratiquement à la normale et un autre monde où le rétablissement de la normalité est encore dans un loin futur. Et les différences entre ces 2 mondes sont très fortes. Seulement un pays, les États-Unis, a vacciné complètement plus de 40% de sa population. Même des pays qui
ont lancé des campagnes de vaccination depuis des mois, comme l'Équateur, le Pérou et la Bolivie. Ces pays n'ont réussi à protéger qu'environ 3% de leur population. Et cette situation est particulièrement aiguë en Amérique centrale et dans les Caraïbes. Il n'y a que 2 millions de gens qui ont été complètement vaccinés en Amérique centrale et moins de 3 millions dans les Caraïbes. Certains pays, comme le Guatemala, Trinidad et Tobago, ainsi que le Honduras, doivent encore gérer leurs doses qui ne servent qu'à protéger 1% de leur population. L'inégalité dans la vaccination est indéniable. Malheureusement, l'offre de vaccins est concentrée sur un petit nombre de nations, pendant que le reste du monde attend que les doses soient déployées. Même si les vaccins contre la COVID-19 sont récentes, cette histoire est déjà ancienne et l'inégalité a malheureusement trop longtemps dicté qui a le droit à la santé. Nous ne pouvons pas laisser cette situation perdurer et nous savons comment réagir. D'abord, il nous faut accélérer l'accès aux vaccins sur le continent américain. Nous avons besoin de plus de doses partout, mais les pays qui sont le plus exposés, où les vaccins ont été lents à arriver et même où les populations vulnérables doivent encore être protégées, ces pays ont un besoin urgent de vaccins, plus de vaccins. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement nord-américain pour sa donation initiale de 6 millions de doses à des pays en Amérique du Sud et en Amérique centrale. L'Espagne a également donné de façon très généreuse 5 millions de doses à l'Amérique latine et aux Caraïbes. Et nous sommes également reconnaissants envers le Canada qui s'est engagé à dépenser 50 millions de dollars canadiens pour étendre l'accès aux vaccins contre la COVID-19 à notre région. Nous espérons que d'autres pays, surtout ceux qui ont des doses en excès, et que les institutions financières mondiales vont suivre ces exemples pour fournir le soutien dont nous avons besoin pour protéger 70% de notre population qui ne pourra pas être couverte par le mécanisme COVAX. Deuxièmement, nous devons entreprendre tout ce que nous pouvons pour faire baisser les transmissions. Malgré la situation précaire que nous observons dans toutes les Amériques, les mesures de santé publique sont en train d'être assouplies comme si les chiffres baissaient et ce n'est pas le cas. Les mesures de santé publique n'ont jamais été aussi importantes. Les hôpitaux sont à leur limite et n'ont plus de marge de manœuvre pour augmenter leur capacité d'accueil. Pour arrêter ce virus, il nous faut des systèmes de surveillance forts et renforcés par des tests réguliers et un traçage des contacts. Et ces mesures vont rester critiques et nous permettront de contrôler ce virus, même si les campagnes de vaccins augmentent et que les cas diminuent. Donc, pour terminer, il faut mentionner qu'il faut laisser la science conduire ce processus. Ce virus a fait l'objet de recherches extensives, de traitements et de vaccins qui sont passés par des tests rigoureux et des institutions mondiales comme l'OMS et l'OPS continuent à mettre à jour leurs directives en partant des dernières preuves scientifiques disponibles. Nous exhortons donc les pays à utiliser ces directives et de se concentrer sur ce qui marche. Les traitements non prouvés scientifiquement doivent faire l'objet d'essais cliniques et ne doivent pas être récupérés pour des gains politiques, alors que ce qui va rendre les patients plus vulnérables s'ils choisissent des stratégies qui ne marchent pas. Donc, pour les prochains mois, il nous faut rappeler que les décisions que nous prenons vont affecter notre capacité collective de contrôler ce virus. Si les tendances actuelles se poursuivent, les disparités en termes de santé, de société et d'économie dans notre région vont encore grandir et nous mettrons des années avant de contrôler ce virus sur le continent américain. En collaborant, nous pouvons limiter la diffusion du COVID-19 et nous orienter vers un monde plus égal. Merci beaucoup, Dr. Etienne.
Nous allons continuer maintenant avec la partie des questions que vous nous avez envoyées à travers le courrier électronique ou alors à travers le forum Q&A. Nous recevons vos questions. Rappelez-vous, n'oubliez pas d'indiquer votre nom et votre média dans vos questions. La première question qui nous est arrivée est de La Heather question de Brown Heather en Brown anglais. de WCCO This Morning and Mid Morning Anchor, de Good Question Reporter. Sa question: quand pourrons-nous déclarer que la pandémie COVID-19 est terminée? Quels sont les indicateurs qui pourraient l'indiquer? Professeur Barbosa. Merci pour cette question. Le fait est que nous ne pouvons pas prédire aujourd'hui quand la pandémie sera terminée. Nous savons que tous les pays font de leur mieux pour réduire la transmission. Mais comme la directrice de l'OPS vient de le dire, il y a encore des pays dans notre région et dans d'autres régions du monde qui connaissent une augmentation de leur cas encore. Donc, il faut d'abord augmenter l'accès au vaccin. Il y a des modèles qui nous disent que si nous n'atteignons pas au moins 70% ou plus de la population totalement vaccinée, pas seulement qui aurait reçu une première dose. Et si nous ne mettons pas en place le paquet complet de mesures pour réduire la transmission, nous ne serons pas en mesure de contrôler la transmission et de réduire l'impact de la COVID-19. Les indicateurs auxquels nous recourons pour mesurer la maladie, en général, sont liés à la mobilité, à la mortalité, au taux d'occupation des lits d'hôpitaux dans les secteurs d'urgence ou en réanimation. Nous ne pourrons affirmer que la pandémie est terminée quand nous aurons isolé que des cas, nous n'aurons plus que de cas isolés ou plus de cas du tout, et que la pandémie n'aura plus l'impact énorme qu'elle a aujourd'hui pour la santé de la population, mais également pour la santé des économies des sociétés de la région. Donc, collaborons parce que nous avons encore beaucoup de travail à réaliser ces prochains mois. Merci. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Chandler Prince de Question de Health Policy Chandler Watch, Prince en anglais de également. Health Policy Watch. Les dernières statistiques d'une série de sites réputés pour le sérieux de leurs données indiquent une flambée, une montée en flèche de 33,8% dans les cas de COVID-19 en Amérique du Sud cette semaine. Qu'est-ce qui cause cette flambée des nouvelles infections? Est-ce que vous pouvez développer un petit peu? Et quelles sont les inquiétudes de l'OPS au sujet de cette crise? Merci pour la question. Vous avez mentionné des sites Internet réputés. Je voudrais suggérer d'utiliser les données de sites de l'OPS mises à jour tous les jours et qui sont alimentés par les 50 États membres et territoires ainsi que les autorités régulatoires de la santé. Nous sommes connectés avec les 50 États membres et territoires 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ces informations sont reflétées dans les données que nous publions sur notre site. Mais d'abord, notez qu'il existe une mosaïque, on utilise beaucoup ce mot, une mosaïque de différents modèles épidémiologiques dans la région des Amériques. Cela inclut des données d'Amérique du Nord, du Sud, centrale et des Caraïbes. Donc, des situations très différentes. Mais la tendance de la région d'Amérique est une baisse ces 6 dernières semaines, et c'est surtout lié aux tendances décroissantes d'Amérique du Nord. Mais au cours de la même période, nous avons observé des tendances à l'augmentation et quelquefois des montées en flèche dans certains pays des Andes, tels que la Colombie, la ceinture guyanaise, française, anglaise et hollandaise. J'aimerais aussi parler de la région du Côte Sud, Chili, Paraguay, Uruguay, Argentine et des États méridionaux du Brésil. Certaines régions, dans cette région, on a vu des fluctuations de tendance à des niveaux d'incidence assez
élevé. Donc, entrons plus en détail. Certaines sous-régions entrent dans des périodes saisonnières pendant lesquelles la grippe et les maladies respiratoires sont plus fortes. Et nous avons observé des effets similaires l'an dernier pour la COVID-19 avec des augmentations au cours de la même saison, la même période. Il est possible que la session soit plus favorable pour la transmission de la COVID-19. Autre élément, probablement la fatigue des populations qui sont fatiguées de respecter les mesures de restriction. Tout au long de cette pandémie, notre première inquiétude a été, bien entendu, par rapport le nombre de morts causées par cette pandémie. Et dans ce contexte, notre inquiétude est vis-à-vis des services de santé pour qu'ils arrivent à affronter, à répondre à cette recrudescence de cas et qu'ils puissent continuer à fournir des soins spécialisés à des niveaux de qualité optimaux quand les campagnes de vaccination se déploient petit à petit. J'espère avoir répondu aux deux parties de la question du journaliste. Merci. Merci, docteur. Et la question suivante nous vient de Dora Rodriguez en Argentine, le Ultimo Web de la semaine, Radio Gran Rosario en Argentine. Et elle demande quelle est la position de l'OPS concernant la tenue de la Coupe Amérique et notamment son développement au Brésil compte tenu de sa situation épidémiologique. Docteur Ugarte. Merci Sébastien et merci Dora. Des événements qui joignent plusieurs personnes qui viennent de plusieurs pays est une complexité spécifique à cause de la planification, mais également à cause de l'évaluation et de la gestion des risques. Dans ces événements se rassemblent un grand nombre de personnes. L'OPS fournit de l'aide aux personnes qui le demandent et aux pays qui le demandent concernant ces réunions qui sont considérées des réunions massives. L'OPS considère que le risque est plus important pendant la pandémie de COVID-19 et tout pays qui décide d'organiser ce genre d'événements et de manifestations doit vraiment faire très attention pour que le risque soit le plus possible diminué. Un des secteurs qui doit participer activement à ce processus d'évaluation des risques est le secteur de la santé, aussi bien dans les pays d'origine que de destination des personnes qui vont se rendre à ces événements et dans le lieu spécifique où se réalisera cette coupe de football. Et par conséquent, il faudra surveiller les services soignants et les mesures de sécurité, les gestes que doivent suivre la population. Et finalement, on ne peut pas garantir la gestion effective du risque. Les organisateurs devraient reconsidérer ou bien redéfinir une date au moment où les conditions soient plus favorables. Ceci ne veut pas dire que nous devons considérer que le risque puisse atteindre le chiffre 0. Cela n'est pas possible. Mais dans les conditions où nous nous trouvons, il est nécessaire de faire très attention pour faire attention à la planification, développement des événements, parce qu'il s'agit d'un signe de la réouverture de l'économie et c'est un moment où la population attend d'avoir une option de loisirs ou de relax concernant les gestes et les mesures qui ont été mises en œuvre individuellement et collectivement par notre population. Merci. Merci, docteur.
Les questions suivantes nous viennent de Marcela Une question de Marcela Vélez Bliquert du Liquer Diario du Financiero au Diario Chili Financiero du Chili et de et de Rondonio Antonio du du New New York York Times Times qui nous qui demande demande en anglais. en anglais. Marcela demande, malgré les hauts niveaux de vaccination atteints, les cas sont à un niveau record également au Chili. Quel est l'état de la pandémie au Chili et quelles sont les provisions que vous avez? Et Ernesto Londonio l'utilisation, est-ce que nous dit sur l'utilisation des vaccins dans ce pays? Merci pour ces deux questions qui sont très importantes, une sur le Chili, mais aussi pour les pays de la région. Le Chili fait de gros efforts pour garantir l'accès du vaccin à sa population et il est important de reconnaître les efforts qui sont faits. Le Chili a déjà atteint une couverture d'immunisation pour les gens qui ont plus de 50 ans, auprès de près de 80% de couverture pour ces tranches d'âge au-dessus de 50 ans. Mais la deuxième dose est beaucoup plus faible chez les jeunes, seulement 30% dans la tranche d'âge de 18 à 39 ans et à peu près 6% pour les gens entre 40 et 49 ans. Donc, nous ne pouvons attendre que les gens ne seront complètement protégés quand ces tranches d'âge vont recevoir leur deuxième dose. Deuxièmement, toutes les estimations dont nous disposons estiment que la couverture d'immunisation doit atteindre 70% ou plus pour avoir un impact sur la transmission. Pour ces raisons, il nous faut marier l'accès au vaccin aux mesures de santé publique. Il est également important de se rappeler que les performances des différents vaccins sont différentes. Peut-être avec les données que nous recueillons également et le soutien de l'EPS dans les pays pour réaliser des études efficaces et des études de cohorte qui puissent nous fournir plus de données. Mais probablement, la performance des différents vaccins varie également après la première dose. Donc, il faut maintenir la recommandation qui dit que une personne ne sera protégée que quand elle aura reçu ces deux doses. Et pour ce qui est de la transmission communautaire collective dans un pays ou dans une ville, il faut conserver les mesures de protection, masques, distanciation sociale et autres mesures. Il existe une étude très bonne au Chili, une étude de cohorte qui suit des gens qui ont été vaccinés, qui montre que sur ce groupe qui a reçu les deux doses, les protections évitent des cas sévères et des hospitalisations et à un taux de 85%. Donc, ce sont des indicateurs très importants, mais cela ne se traduit pas automatiquement dans la réduction du nombre de cas. C'est pour ça que nous devons maintenir les mesures de santé sanitaire et encourager les gens à recevoir leur deuxième dose. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Barbosa. Je voudrais maintenant passer la parole à Valeria Roman, qui est journaliste en Argentine. Valeria Roman, tu as la parole. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour à toutes et à tous. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a des nouvelles au sujet du Chili, du Pérou, des scientifiques qui ont détecté le variant C37 que l'on appelle le variant andin? Et ici, en Argentine, on a demandé que l'on déclare ceci d'intérêt régional pour l'Amérique du Sud à cause de l'augmentation de la fréquence de ce variant C37.
C37 dans des échantillons des patients. J'aimerais savoir, l'OPS va classer la C37 comme étant un variant d'intérêt ou de préoccupation régionale, ou faut-il recommander aux États en ce qui concerne ce variant aux individus? Et pour rajouter, nous avons une autre question qui rejoint celle-ci. Chris Vilches du groupe El Comercio Bureau qui nous demande quelles actions l'OPS entreprend-elle en réponse au rapport du Pérou selon lequel le variant C37 est prédominant dans 80% des cas dans le pays, et demande également si le C37 est un variant préoccupant, étant donné qu'au cours de cette deuxième vague, le pays a enregistré 90 000 décès dus au coronavirus. Docteur Alguiri, merci pour ces deux questions, Valéria et Chris. Je vais essayer de vous répondre parce qu'il y a beaucoup de points qui se rejoignent dans ces deux questions. Je vais essayer de joindre les points pour répondre à ces questions. Le variant C37 a été détecté surtout au Pérou et au Chili, où sa transmission a été augmentée ces 3 derniers mois. Néanmoins, ce variant a été détecté aux États-Unis, au Brésil, en Équateur, au Mexique et en Argentine, mais pas si fréquemment. Ces variants ont été détectés également en Europe. Actuellement, le groupe de génomique de l'OMS, qui comprend également des experts de l'OEPS, est en train de voir l'évaluation disponible à un niveau mondial pour pouvoir la classer soit comme un variant d'intérêt ou un variant préoccupant. Néanmoins, jusqu'à présent, il n'y a pas d'évidence suffisante pour le classement comme étant un variant d'intérêt ou un variant préoccupant, et il n'a pas été démontré que ce variant soit plus agressif, mortel, ou qu'il échappe à la réponse que donne la vaccination. Néanmoins, le standard d'augmentation a été observé localement dans certaines zones géographiques et non pas d'une manière étendue ou prédominante dans plusieurs pays. Maintenant, au sujet des questions C37, le processus à travers lequel un lignage déplace d'autres dans une zone géographique est un phénomène attendu que l'on a observé dans plusieurs pays, et non pas seulement dans notre région, mais dans d'autres régions du monde également. Néanmoins, il est important de souligner le travail de surveillance génomique qui a été mené au Pérou et qui a permis de déterminer quels étaient les variants de plus de circulation dans le pays. Dans ce processus de surveillance qui doit se renforcer et se conserver d'une manière constante, ceci doit marcher en ligne avec la surveillance génomique pour identifier à n'importe quel moment tout changement concernant la conduite le comportement du virus ou le développement clinique de la maladie. J'aimerais dire que chaque pays a sa propre autonomie pour classer d'une manière nationale, régionale, d'intérêt ou préoccupante, conformément à ses propres analyses épidémiologiques, ses standards de transmission et ses évaluations. J'aimerais terminer par un point important. Il est important de souligner que jusqu'à présent, toutes les mesures de prévention et de contrôle en santé publique, y compris les vaccins disponibles, ont démontré être des outils efficients pour freiner la transmission du virus SARS-CoV-2, indépendamment du type de variant, qu'il s'agisse d'un variant d'intérêt ou d'un variant préoccupant ou n'importe quel
autres nombreux variants qui co-circulent actuellement à un niveau mondial et dans les Amériques également. J'espère avoir répondu aux plusieurs soucis et questions de nos journalistes. Merci beaucoup, docteur. Et la question suivante nous vient de Safdinton Villamil du New York Times qui nous dit comment est-ce que l'on peut gérer les problèmes économiques dans la région avec l'augmentation des cas. Docteur Étienne. Bon, merci Sophie pour cette question. Laissez-moi commencer en argumentant que l'inégalité, c'est l'inégalité qui alimente cette pandémie. Bien sûr que ça a toujours été le cas, mais autant dans certains pays, nous avons vu que certaines populations ont une transmission plus, d'autres une moindre transmission et l'accès au vaccin dans certains pays permettent certains pays de revenir à la normalité alors que d'autres doivent mettre en place des mesures encore plus strictes pour contrôler l'épidémie. L'impact économique l'année dernière a été vraiment inédit. Un récent report du FMI montre que les économies d'Amérique latine et des Caraïbes ont connu là une rétraction très forte dans le monde en 2020 et beaucoup plus forte que la récession de 3,3% en moyenne dans le monde. Donc, les pays doivent faire face à une crise économique plus grande que l'an dernier, alors que leurs ressources sont encore plus rares. Mais il n'y a pas de plus grande menace à la santé économique d'un pays qu'une épidémie active comme une pandémie. Il nous faut donner la priorité et nous centrer sur nos efforts et essayer d'en faire le plus possible. Notre première priorité devrait essayer de contrôler la transmission grâce aux mesures de santé publique, par exemple, en portant des masques, en limitant les contacts à l'intérieur et ce sont des mesures qui ont le pouvoir d'arrêter la transmission et qui ne coûtent rien. Si nous appliquons ces mesures et en prenant d'autres à la lumière des études de surveillance, les pays peuvent limiter l'impact sur leur système de santé. Ça va sauver des vies et réduire les impacts durables sur l'économie. Mais les vaccins sont notre solution à long terme pour cette crise et seulement avec une couverture suffisante, les pays arriveront à assouplir les mesures de santé publique. Et ce n'est que dans ce cas-là que la reprise économique va pouvoir avoir lieu. Nous avons toujours dit que la prévention est le meilleur investissement et c'est tout particulièrement vrai pour la COVID-19. Les mesures de santé publique couplées avec la vaccination sont notre meilleure stratégie pour empêcher de nouveaux cas et finir par arrêter la pandémie pour une reprise économique et sociale de nos pays. Merci. Merci, docteur Etienne. La question suivante nous vient de Marta Rodriguez de Justicia TV Mexico et elle nous demande le pic d'infection dans les États de Quintana Roo et de Baja California est lié au tourisme international. Faut-il repenser la fermeture de cette activité touristique pour éviter l'augmentation des épidémies? Docteur Ugarte. Merci Sébastien pour cette question et Martha également. La question du tourisme a été posée sur la table à plusieurs moments de la pandémie et c'est une question actuelle, même si la vaccination progresse et avance et les mesures de distanciation physique ou de la fermeture des frontières a été plus flexible dans le cas du Mexique. Cette ouverture du tourisme représente un risque pour la propagation. Mais lorsque l'on réactive le secteur touristique ou d'autres secteurs économiques, il faut savoir quel est le risque que l'on est en train de courir et pouvoir le gérer. Ainsi, tout ceci
constituent les pierres angulaires du contrôle de la pandémie qui continue en vigueur, mais qui continue en vigueur non seulement dans les lieux où il y a une transmission communautaire, comme dans les autres endroits. Les détections, les tests de laboratoire pour confirmer les tests et l'isolement des cas que l'on soupçonne et également essayer de freiner les transmissions. Ces mesures qui sont très importantes et qui ont démontré de l'efficacité lorsqu'elles sont appliquées en permanence tout au long du continent, contrôleront la pandémie et puis vont promouvoir la réouverture économique. Naturellement, je voudrais dire que dans ce contexte, la position de tous les experts de l'organisation, il y a une justification pour la quarantaine des voyageurs internationaux et considérant concernant la péninsule du Yucatan et de la Basse-Californie, la montée ou le pic de ces infections est associé au tourisme, mais cette question devrait être mieux analysée et il pourrait y avoir d'autres problèmes associés avec d'autres effets que le docteur Sylvain Aldigueri pourrait compléter. Je voudrais rajouter qu'on nous a informé que les autorités à un niveau fédéral et des États étant est en contact étroitement pour pouvoir rétablir les mesures de contrôle dans ces États et en faire une bonne analyse. Il n'est pas prudent d'associer les pics d'infection au tourisme a priori parce qu'il faut faire plus d'études à ce sujet. Oui, j'en profite pour rajouter une autre question qui nous est arrivée du Mexique également, de Natalia Vitela, de reporter de à Reforma, et qui demandait s'il est prévu d'avoir à nouveau un rebond au Mexique avec les affaires qui se passent en Basse-Californie. Merci pour cette deuxième question. Dans le contexte du Mexique, si on prévoit un rebond au Mexique, et tout ceci doit être analysé au sein de la situation épidémiologique. Le Mexique fait des signalements à l'OPS quotidiennement et nous donne des chiffres mis à jour et des informations épidémiologiques avec des couleurs rouge, jaune et verte qui nous permet d'avoir les tendances réelles en temps réel dans ces 32 entités fédérales, les États et la capitale fédérale. Cette semaine, il n'y a aucune question qui est en rouge, mais bien que la tendance continue à être en baisse dans la plupart des États, la Basse-Californie, Yucatan et un autre État sont montés à l'orange. 4 entités fédérales en incluant Quintana, et ceci est en rapport avec la situation décrite par le docteur Ugarte. Concernant les aspects du tourisme. Les États de Sinaloa, Sonora, Campeche et de la Cruz ont monté et sont passés au feu jaune. Au contraire, la ville de Mexico, l'État du Mexico, Yucatan et Cataquetas ont baissé. Par conséquent, la situation dans des États plus touristiques comme la péninsule du Yucatan, les 3 États et les 2 États de la Basse-Californie doivent avoir une évaluation plus précise à cause de leur connexion, par rapport à leur connexion nationale et internationale. On nous a informés on a été informé par les autorités fédérales qu'il y a des contacts étroits avec ces États qui sont en risque et qu'ils sont en train
de reprendre les mesures de prévention et de promouvoir la vaccination pour retourner à une courbe qui soit le maximum de personnes doit se vacciner pour avoir un impact dans la dynamique de la transmission de la COVID-19 et sauver plus de vies. La couverture actuelle de 25% des adultes au Mexique devrait augmenter considérablement. Mais c'est une vision, ce commentaire s'applique à tous les pays de la région. Il est important de rappeler que le premier impact attendu à partir de la campagne de vaccination dans des groupes de population qui sont plus en risque concernant le COVID-19 à une deuxième étape, réussir à obtenir des couvertures plus larges de la population générale pour freiner la dynamique de la transmission. La vaccination doit être suivie d'une communication intense au sujet des bénéfices des vaccins et la communication également au sujet des risques d'hébergement des mesures de santé publique que nous sommes en train d'observer dans certains pays. J'espère avoir répondu à vos questions au sujet des sujets qui se rapportent au tourisme et qui se rapportent aux tendances de la République fédérative du Mexique. Merci à tous les deux. Maintenant, nous avons plusieurs questions qui touchent ou qui se rapportent au COVID. Une vient de Katia Rojas Toro Antigua et en Barbuda anglais. devaient recevoir leur dernière livraison grâce au mécanisme COVAX aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités de livraison grâce à ce mécanisme? Et question de Jean-Pierre Serna, le Pérou. De vacunas de COVAX para proteger a su población, ya que dice que los hospitales aún siguen colapsados y el proceso de vacunación es muy lento. Doctor Barbosa, ¿podría contestar? Thank you for these two questions. Merci pour ces deux questions. Les questions de Kadim. Kadim, oui, nous sommes le fonds rotatif de l'OPS a mis en place les deux mécanismes d'achat par COVAX qui a conclu le déploiement de troisième tour de déploiement dans la région. Nous fournissons 5 pays dans la région. Ils ne sont pas producteurs, mais au jour d'aujourd'hui, nous avons fourni à peu près 20 millions de doses pour les pays de la région. Nous travaillons déjà sur la 4e et 5e vague de déploiement qui couvrira la période qui va de juillet à septembre. Et pour cette étape, nous disposons de vaccins d'AstraZeneca, de Pfizer, de Johnson. Et il est important également de souligner, et comme notre directeur l'a mentionné dans ses remarques préliminaires, que l'accès est toujours très limité, que les pays d'Amérique latine et des Caraïbes, parce que le mécanisme COVAX affronte plein de difficultés avec des producteurs, par exemple l'Institut du sérum en Inde, parce que les exportations sont toujours interdites, elles ont été interdites par le gouvernement indien. Nous menons des négociations très intenses avec le gouvernement de ce pays pour obtenir une autorisation qui nous permettrait que l'Institut du sérum indien produise les vaccins pour lesquels il a signé un contrat avec nous. Il existe des problèmes avec d'autres fabricants qui proposent des quantités très limitées de vaccins. Mais la situation évolue. Pour le court terme, il va être très important de recevoir des donations à travers le mécanisme COVAX. COVAX peut être une plateforme de réception de donations de la part de pays développés de manière à ce qu'on puisse couvrir ces lacunes, cet écart, ce fossé à cause de l'accès limité aux vaccins dans la région. Donc, il s'agit d'une combinaison d'efforts, d'un côté, avoir le plus grand nombre de livraisons de vaccins de la part des fabricants,
à travers le mécanisme COVAX et d'un autre côté, de profiter des donations des pays développés que, pour que les pays d'Amérique latine et Caraïbes aient plus accès au vaccin. Pour ce qui est de la question au sujet de la question sur la situation au Pérou, l'OPS a proposé il y a un certain temps que COVAX devrait également utiliser un critère de risque épidémiologique, non pas pour identifier les quantités. Les quantités sont proportionnelles à la population. La plupart des pays ont demandé à COVAX des vaccins qui soient suffisants pour protéger environ 20% de leur population. Par conséquent, tous les pays vont recevoir les quantités qu'ils ont demandées à travers le mécanisme COVAX. Mais il est possible, et nous pensons qu'il est nécessaire, que la liste de livraison pour les pays doivent tenir compte non seulement de ce de l'allocation qui a été prise en compte par le comité, mais qui puisse tenir compte de pays qui ont une situation de risque augmenté. La situation d'Amérique latine et aux Caraïbes justifie qu'il y ait pour ces pays une position pour qu'ils reçoivent d'abord les vaccins que d'autres pays dans d'autres régions du monde qui n'ont pas une contamination, une transmission aussi importante puissent le recevoir un petit peu après. C'est-à-dire que tous le reçoivent d'une manière proportionnelle, mais que les pays qui courent le plus de risques puissent recevoir les vaccins le plus tôt possible. Nous sommes en train de discuter ceci. Il est important que les pays de la région qui font partie du mécanisme COVAX et des mécanismes de gouvernance puissent soutenir cette proposition parce que ceci sera très utile pour la région et nous avons déjà une idée que cela pourra être utilisé en ce que nous appelons la deuxième phase ou étape du mécanisme COVAX. Merci beaucoup. Merci, docteur. Les questions suivantes sur le Venezuela. Nous avons aussi bien, par exemple, Julia Sineston de Reuters et d'éditorial et d'Ava Barros de et également Mariana Souquet de Efecto Cocuyo, parmi d'autres. Les questions vont dans le sens, le week-end, le Venezuela a affirmé que COVAX avait une dette concernant le pays. Est-ce que vous pourriez nous informer comment va le processus avec le Venezuela? Est-ce que le paiement a été fait? Quand est-ce que les vaccins vont arriver? Et combien de vaccins vont-ils être livrés au Venezuela? Docteur Ugarte, merci beaucoup. Ce sont des questions assez faciles à répondre, pas faciles à répondre, mais qui sont très importantes. Je voudrais dire les processus pour que le mécanisme COVAX mette sur la table le Venezuela sont en marche, toutes les démarches. La nouvelle distribution de vaccins dont nous a parlé le docteur Barbosa, la deuxième étape, et ceci se réalisera la semaine prochaine. Le genre de vaccin et la quantité de vaccins seront informés à ce moment-là. Ainsi, lorsque ces vaccins seront disponibles, le Venezuela, conformément à l'accord qu'il a signé maintenant, décidera si ces vaccins qui sont disponibles seront ceux qui vont être acceptés ou pas. Et la quantité concernant l'information au sujet du paiement, il existe jusqu'à maintenant. Nous n'avons pas reçu la confirmation du paiement du Venezuela. Il y avait encore un bilan de 10 millions d'impayés. Nous espérons que tout ceci soit favorable pour le Venezuela et tous les pays de la région. Ainsi, cette décision sera liée à d'autres processus internes qui sont en marche. Et ainsi, j'aimerais souligner que l'ouverture de toutes les parties en interne et à l'international pour chercher le plus de vaccins possible pour le Venezuela. Ainsi, il y a
beaucoup d'opinions conjointes qui concernent ce processus, mais en même temps, il y a le souci qu'il est nécessaire d'avancer avec plus rapidement et que nous puissions obtenir des informations concernant ces processus en interne et concernant le paiement qui devrait être fait et sans qu'il y ait de solde. Je ne crois pas que ces vaccins soient disponibles dans l'immédiat, mais elles se trouvent en marche et nous espérons qu'au Venezuela, que d'autres pays des Amériques, qu'ils aient la priorité à recevoir ce vaccin à travers le mécanisme COVAX. Merci. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Katia Rojas Toro de Destino Panama. Elle nous dit que le Royaume-Uni montre une augmentation rapide de l'incidence des cas de COVID-19 due à la lignée Delta. Quel est le danger de Delta pour le contrôle de la pandémie, quel est son degré de transmissibilité par rapport à Alpha 1? Merci Sébastien. Je suis docteur Aldigueri. Comme la journaliste le dit, pour le Royaume-Uni, il est important de tenir compte du contexte épidémiologique de ce pays ces dernières semaines, y compris la vaccination. Ces dernières semaines, la moyenne de cas quotidiens dans ce pays a été de 5 600 cas par jour et le pourcentage de décès a été de 7 décès par jour au Royaume-Uni. Depuis la fin mai, au Royaume-Uni, en fait, on détecte une augmentation des tendances après avoir détecté le variant Delta, qui maintenant représente un pourcentage élevé des séquences publiées par les autorités sanitaires de ce pays. Le processus par lequel un lignage du virus SARS-CoV-2 se déplace vers d'autres lignages dans une zone géographique d'une transmission élevée est un phénomène attendu que l'on a observé dans plusieurs pays, tel que je l'ai mentionné dans une question précédente. À l'heure actuelle, le variant Delta, en réalité un sous-lignage de ce variant qui est le B1.617.2, ce variant Delta a été détecté et séquencé en 9 pays et territoires des Amériques, en Amérique du Nord, Amérique du Sud et aux Caraïbes. Le variant Delta a démontré avoir une capacité de transmission plus élevée si l'on compare, par exemple, avec d'autres variants tels que le variant Alpha. Mais ce variant n'est pas particulièrement agressif. Et il a été possible de déterminer que tous les vaccins disponibles en ce moment sont efficaces contre ce variant et par conséquent, la vaccination conjointement avec toutes les mesures de contrôle, toutes les mesures et les gestes barrières, y compris les mesures de santé publique, contrôlent cette transmissibilité. J'espère avoir répondu à la question de Destino Panama. Merci, docteur. La question suivante nous vient de Mathias en espagnol, nous dit que l'Espagne a autorisé l'entrée de touristes qui ont été immunisés avec des vaccins certifiés par l'EMA, OMS, ce qui laisse en dehors tous les latino-américains, tous ceux qui viennent d'Amérique latine. Il dit que ceci est une position de chaque pays, mais il demande si c'est logique du point de vue de la santé, surtout lorsque le message reçu par des agents et des autorités sanitaires, le message est que ne choisissez pas le vaccin, mais prenez le premier vaccin qui soit à votre disposition. Docteur Barbosa, merci pour votre question. L'OPS et l'OMS, depuis quelques semaines, lorsque ce débat a débuté au sujet
des vaccins pour autoriser l'entrée des touristes a souligné qu'une situation dans le monde où il y a un accès aussi limité comme certains pays le montrent, ces réglementations peuvent augmenter les inégalités de l'accès entre les pays au sein de chaque pays. Mais ce qui est important, ce que le docteur Ugarte a dit, de prévention et ces gestes soient pris d'une manière avec beaucoup de surveillance pour pouvoir avoir une identification rapide pour prendre les mesures de prévention. Et bien évidemment, comme le journaliste l'a dit, la décision est prise par chaque pays, mais c'est une décision qui, sans aucun doute, à l'heure actuelle, peut être un effet plus important pour augmenter ce qu'il faut faire. Donc, ça peut être des mesures qui augmentent les inégalités. Il faut par conséquent prendre des mesures rapidement parce que sinon, on va commencer à demander quel vaccin prendre, quel vaccin ne pas prendre, etc. Ce qui est le plus efficace, c'est garantir que les vaccins soient disponibles d'une manière moins disparate, moins inégale, pour que ces vaccins puissent être appliqués dans tous les endroits du monde. La question suivante nous vient de Lydia Lopez, de la prensa au Nicaragua. Elle dit « Une association médicale indépendante souligne qu'actuellement, les personnes infectées par le COVID sont de jeunes adultes. Le MISA confirme dans ses rapports que l'augmentation de l'infection se poursuit. Quels sont les résultats du dépistage ?» et que le ministère de la Santé a suspendu l'application de la deuxième dose de Sputnik 5 cette semaine. L'OPS dispose-t-elle de détails sur l'avancement de la vaccination au Nicaragua? Le Nicaragua, Dr Ugarte, dit qu'il n'a pas nous donné des rapports sur les avancées de la vaccination. Mais nous avons vu dans les médias que l'on voit où quand sera appliquée la deuxième dose et dans quelle commune cette deuxième dose sera appliquée. Nous avons des informations qui nous disent que le gouvernement a les doses nécessaires pour compléter la deuxième dose des personnes qui ont déjà reçu la première dose. Le ministère a commencé la vaccination le 7 avril et jusqu'au jour d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce sont 9 semaines qui sont passées et ainsi, le chronogramme s'ajusterait à ce délai entre la première dose et la deuxième dose. Bien évidemment, des informations plus détaillées nous montrent qu'il est nécessaire pour que aussi bien la population que les processus de planification se développent d'une manière adéquate pour que la vaccination soit opportune, mais qui puisse atteindre les populations qui sont prioritaires pour réduire les décès, les hospitalisations. Merci. Merci, docteur. Nous arrivons à la fin de notre séance. La question suivante nous arrive et qui est liée à la réduction des vaccins dans la région, nous dit en anglais. Qu'est-ce que l'Amérique latine et les Caraïbes doivent faire pour pouvoir étendre la production des vaccins dans leur région? Professeur Etienne, merci pour cette très, très importante question dans le contexte où il y a un nombre limité de doses disponibles et où certains pays disposent d'une large quantité de cette totale limitée de doses. Les donations de vaccins sont essentielles dans le court terme. L'offre actuelle est limitée et détenue par un petit nombre de pays. Selon les estimations, l'Union européenne et 7 pays à haut revenu disposent d'un excédent de 1,70 milliard de doses en 2021. Ces vaccins doivent être utilisés pour sauver des vies maintenant, tout de suite. Donc, nous exhortons
les pays qui vont se rassembler lors du sommet du G7 prochain pour répondre à ces besoins et accélère les donations de la part de pays qui disposent d'excédents de vaccins. Et également de la part de pays qui disposent d'un grand nombre de doses qui n'ont pas atteint leur cible, mais qui peuvent contribuer parce qu'il faut qu'ils protègent d'autres pays, parce que cela va protéger le monde entier et ça va les protéger donc eux-mêmes. Il faut regarder un peu plus loin et que nous serons en sécurité quand la capacité de fabrication sera étendue en Amérique latine et dans les Caraïbes. C'est important pour le bien de notre santé publique et de la sécurité dans nos pays et pour celle de nos économies, la santé de nos économies. Mais nous n'y sommes pas encore. Par exemple, en 2018, le solde de la balance commerciale pour le secteur pharmaceutique dans les Amériques était impressionnant. En Amérique latine et aux Caraïbes, nous importions à peu près 10 fois plus que nous exportions en termes de technologie de la santé, vaccins, produits pharmaceutiques et fournitures sanitaires. Donc, il n'y a aucun doute que cette incapacité à disposer de une production suffisante nous a rendus plus vulnérables au cours de cette pandémie. Mais nous ne partons pas non plus de zéro. Notre région a quand même une capacité établie de fabrication de vaccins dans plusieurs pays et nous avons contribué à la protection de générations contre des maladies comme la fièvre jaune, la méningite et la grippe. Nous disposons également d'agences régulatoires fortes et qui sont indispensables pour garantir la qualité et la sécurité de ces vaccins. Et c'est un point très important après la production sur le chemin de l'autosuffisance. Donc, il nous faut construire sur ces fondations et mettre à jour et étendre nos capacités en termes de fabrication. J'ajouterai également, pas seulement des vaccins pour la COVID-19, mais pour les maladies soignables, mais aussi pour les fournitures et pour les médicaments essentiels. Mais pour que cela arrive, il faut qu'il y ait une volonté politique et il faut qu'il y ait des investissements qui partent de cette même région, qui vont être essentiels, et avec aussi le soutien de partenaires internationaux. Donc hier, j'ai déclaré dans un forum économique en Argentine qu'il nous faut avoir comme objectif l'autosuffisance dans la protection de technologies liées à la santé pour réduire notre dépendance, pour augmenter notre sécurité en santé, pour promouvoir le développement économique et pour améliorer la santé et le bien-être. Aujourd'hui, nous avions une réunion sur les transferts de technologies vers les pays de l'Amérique latine pour que nous puissions mesurer l'intérêt de produire des vaccins COVID-19 basés sur cette nouvelle technologie de l'ARN messager. Mais ce qui est très clair, c'est que sur le continent américain, nous avons besoin d'une approche régionale coordonnée avec les chefs de gouvernement, l'initiative privée, un élargissement de nos capacités de technologie de recherche et la coopération internationale. Et cela est très vrai quand on regarde l'Amérique latine et Caraïbes. Je voudrais faire une digression, sortir du continent américain et me concentrer sur l'Amérique latine et les Caraïbes. Ce n'est que par des investissements à long terme qui garantira que nous disposons de tous les vaccins nécessaires pour en finir avec cette pandémie et que nous disposerons des médicaments essentiels pour traiter toute la palette de maladies dont nous devons protéger nos populations en nombre suffisant, avec des fournitures suffisantes. Je ne sais pas pourquoi il faudrait importer des équipements de protection personnelle. Pourquoi cette région n'est pas autosuffisante dans des équipements aussi simples que ceci? Donc, il faut contrôler cette pandémie et il faut très rapidement empêcher la prochaine d'arriver. Il faut que nous soyons mieux préparés pour la prochaine fois. Donc, merci une fois de plus pour nous avoir rejoints pour cette conférence de presse et à la semaine prochaine. Portez-vous bien.
Merci beaucoup, Dr Etienne. Maintenant, nous arrivons à la fin de notre session d'aujourd'hui. Rappelez-vous que vous trouverez plus d'informations au sujet du COVID-19 et le travail de l'OPS sur notre page web paho.gov. Et vous pouvez également trouver des nouvelles sur la région. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et jusqu'à mercredi prochain.